je complète le YouTube que j'ai mis sur Twitter un mec très gentil d'ailleurs, c'est pas un astrophysicien en fait, il avait expliqué ce qu'il était. C'est un diffuseur de contenu scientifique qui est un bon étudiant en fait, puis qui a un travail bien précis dans une usine spatiale et qui a décidé de partager voilà, ses connaissances. Il n'est pas réellement spécialiste de sciences, enfin il est à un bon niveau mais sans plus, mais il travaille son contenu de manière à faire de la diffusion très correcte, très validée par le monde de la science. Alors là, dans ce qu'il a dit à propos de la non-constance de la vitesse de la lumière, il a oublié de dire comment ça marche sur le plan des maths et sur le plan des rapports des maths à la physique. Alors aujourd'hui, c'est très simple. Bon, d'abord, le terme vitesse de la lumière, il est impropre. Il est incorrect, c'est la vitesse de la causalité. La vitesse de la causalité dans l'espace-temps, elle est définie comment? Il faut revenir, je vais revenir un petit peu en arrière, sur ce qu'a fait Einstein. Parce qu'on dit qu'il a révolutionné la physique et qu'il a invalidé la théorie de Newton. En fait, c'est pire que ça. Il a dit, voilà, si vous prenez les axiomes, les postulats posés par Newton, il y en a un, on va le retirer. Okay, on va rien ajouter à la place, on va le retirer. Donc on va prendre une théorie strictement plus faible que celle de Newton, à savoir qu'il existe un temps qui n'est absolu seulement pour l'horloge qui vit sa vie, quoi. Mais pas que deux horloges seraient d'accord entre elles. Et d'ailleurs, on va retirer le fait qu'il y ait un temps absolu qui soit le même pour tout le monde, mais on va garder l'idée qu'il existe des horloges parfaites, abstraites, et on va faire des raisonnements mathématiques. Ce qui mange pas de pain, hein, parce que c'est juste mettre un paramètre, quoi. Et à travers des déductions et des postulats faibles, il a démontré que la vitesse de la causalité, je vais dire après ce que c'est, peut être mesurée sans instrument savant. En théorie, bien sûr, parce qu'en pratique, il a réagi à Michelson et Morley qui ont mesuré la vitesse de la lumière, et là, il fallait être savant, hein. Il fallait y aller, parce qu'elle va vite, la lumière. Même si c'est fini, ça va vite. Mais les déductions mathématiques disent que si vous disposez d'horloges parfaites, il vous suffit de chronométrer un chat, et vous allez qui court d'en haut jusqu'au bout du jardin, qui fait demi-tour et qui revient vers vous, et vous connaissez la vitesse de la causalité, à partir de son temps de parcours, etc. Et donc qu'est-ce que ça veut dire vitesse de la causalité? Ça veut dire la vitesse qu'il suffit de dépasser et qu'il faut et qu'il suffit. Souvent, mais pour remonter dans le temps. Voilà. Donc j'ai déjà dit, normalement on la croyait infinie dans le cadre d'un temps absolu. Je vais redire pourquoi. Quand vous partez de Paris à 14h, que vous arrivez à Marseille à 15h, vous êtes allé à 1000 km/h. Quand vous partez de Paris à 14h et que vous arrivez à Marseille à 14h, 1 minute, vous êtes allé à 1000 km/min, c'est-à-dire 60 fois plus vite, et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez faire 1000 km par seconde, et voilà, c'est des vitesses de plus en plus grandes. Bon, à la limite, vous partez de Paris à 14h, vous arrivez à Marseille à 14h, vous êtes allé à une vitesse infinie, dans la façon de raisonner habituelle. Et quand vous dépassez cette vitesse, c'est-à-dire que vous partez de Paris à 14h et que vous arrivez à Marseille à 13h59, donc vous êtes allé encore plus vite, vous êtes arrivé avant celui qui va à une vitesse infinie, mais il se trouve que c'est marrant, mathématiquement c'est beaucoup plus simple, vous êtes allé à moins 1000 km, je sais plus ce que j'ai dit, hein, 14h59, à moins 1000 km par minute, ça a une vitesse négative. Les vitesses négatives apparaissent ici dans un continuum qui les font être plus que l'infini. Voilà, c'est une des magies du raisonnement mathématique, enfin bref, passons, c'est pas très important, et il se trouve que si on retire le temps absolu, mais qu'on n'ajoute rien, qu'on fait juste des déductions, des raisonnements, donc on est dans une théorie plus faible que celle de Newton, il existe un moyen de mesurer, et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus donc je vais pas recommencer, de mesurer quelle est la vitesse de la causalité, qui donc sera évidemment par définition la même dans tous les repères, mais alors c'est un peu spécial parce qu'elle sera la même dans tous les repères du moment, sachant que le temps absolu n'existe pas, vous voyez c'est très bizarre, en tout cas elle vérifie une sorte d'axiome x égale x plus 1, donc si vous changez le plus, le x n'a pas besoin d'être infini, mais si vous changez pas le plus, le x a besoin d'être infini, voilà, et ils ont changé le plus, ça c'est, bon bref, aujourd'hui le a plus b de l'addition des vitesses c'est a plus b divisé par bon, je vais considérer que la vitesse de la causalité ça vaut 1, ok, pour simplifier, c'est A plus B divisé par 1 plus AB. Vous voyez, c'est plus tout à fait A plus B tel quel. Et à condition de prendre une unité de mesure dans laquelle la vitesse de la causalité vaut 1. Et ça, c'est déduit. C'est déduit, c'est pas une théorie alternative, c'est dans la théorie avant Newton. C'est-à-dire, si juste on se contente de ne renoncer au postulat du temps absolu le même pour tous, on peut déduire que des mesures permettent de trouver la vitesse de causalité, et il s'est trouvé que c'est 300 000 km/s et que c'est celle de la lumière. Et avec plein d'expériences qu'on confirmait, voilà. Mais du coup, après, qu'est-ce qu'ils ont fait, la Société des physiciens? Ils ont défini le mètre à partir du temps et de la vitesse de la causalité, qui est devenu un absolu. Donc c'est devenu conventionnel. Vous mesurez aujourd'hui les vitesses, en fait, quand vous parlez d'une vitesse, quand vous dites 200 km/h, en fait, ça correspond à un pourcentage de la vitesse de la causalité. Donc, elle va jamais varier, hein. Dans ce paradigme-là, elle est par définition constante puisqu'elle vaut 1. C'est-à-dire que si vous remettez les bonnes unités,
la mesure des vitesses des choses aujourd'hui, c'est des pourcentages du 1, c'est-à-dire par exemple je vais à 20% de la vitesse de causalité ou je vais à 40%. Donc si elle varie, c'est votre vitesse aussi dont vous allez parler qui varie, mais qu'est-ce que ça voudrait bien dire qu'elle varie? Alors je vais vous le raconter tout de suite. Il se trouve que pour définir le mètre, une longueur, à partir de la vitesse, il nous faut un temps qui lui ne soit pas défini, qui soit défini par autre chose. Ok, sinon vous, enfin bref, peu importe ce que je vais dire après, sinon on va gagner du temps. Et il se trouve que le temps, il n'est pas défini à partir de la vitesse de la causalité, il est défini à partir d'horloges ultra précises qui nous sont fournies par la théorie quantique et l'expérience, les expériences qui vont avec la théorie quantique, c'est basé sur des vibrations de l'atome de césium. Enfin bref, en gros on a un procédé matériel très très raffiné qui vous permet d'avoir les horloges parfaites de la théorie de Newton sans l'axiome de temps absolu. Donc les notions d'horloge parfaite d'Einstein. Et c'est tout. Et donc, une fois que vous avez le temps, c'est bon. Vous dites, j'exprime les distances en fonction du temps et de la vitesse de la causalité. Voilà. Et donc, un mètre, il est défini comme environ, enfin, il y a une définition très officielle. Prenez la définition du mètre en 2026. C'est 1 divisé par presque 300 millions de... C'est le temps que la vitesse de la causalité met à parcourir... Enfin, c'est la distance que parcourt la vitesse de la causalité pendant un 300 millionième de seconde. La seconde étant déjà définie avant. Vous voyez ? Donc du coup, vous pourrez pas... C'est totalement ce que le mec il raconte dans la vidéo, c'est assez exotique parce qu'il donne l'impression... Alors il le dit quand même, il dit que ce serait très difficile, ça va demander un bouleversement de la physique. Bah et pas que, c'est que les physiciens ne parlent même plus d'une manière qui leur permettrait de dire que la vitesse de causalité à un endroit et à un autre endroit, elle est différente puisque c'est la vitesse de causalité. Et que on parle en proportion de la vitesse de causalité, en pourcentage de la vitesse de causalité. Ça veut dire quoi, elle change? Bah faut tout changer, voilà. Il faudra tout changer. Maintenant, ça voudrait dire quoi sur le plan de la nature, enfin de ce qu'on observe dans la nature, puisque bah, ça voudrait dire que l'atome de césium, déjà supposé qu'il existe dans les particules primitives de l'univers, puisque c'est lui qui sert à définir les horloges parfaites, aurait comment dire, un comportement différent, voilà, un truc qu'on utilise en théorie quantique ou en parlant des atomes et des particules, ils auraient des comportements différents. Et attention, quand je dis différents, c'est il y aurait des lois physiques qui changeraient, qui feraient qu'il deviendrait pertinent de ne plus parler des vitesses en termes de proportion de la vitesse de causalité. C'est-à-dire, il faudrait renoncer à des conventions qui ne sont absolument pas des actions, même si une convention c'est toujours, une définition c'est toujours une action, parce que une définition c'est pas vrai ou faux, hein, voilà, c'est du pratique, mais parce qu'on s'apercevrait que finalement ces définitions nous cachent, en pratique de travail du chercheur, trop de choses. Donc il faudrait galérer, redire, alors il faut redéfinir ce que veut dire l'espace de manière indépendante de tout ça. Parce que sinon aujourd'hui, une seconde c'est 300 000 km par seconde, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez une égalité parfaite dans les conventions, je veux dire, un temps d'une seconde ou une distance de 300 000 km c'est la même chose aujourd'hui. Donc en physique c'est la même chose, voilà. Donc il faudrait pouvoir dire qu'un temps d'une seconde, ce n'est pas toujours une dimension de 300 000 km. Mais en réalité, les physiciens disent pas c'est 300 000 km, ils disent c'est le temps que met la distance que parcourt la vitesse de causalité. Donc voilà. Parce que le kilomètre est défini comme ça. Donc c'est forcément 300 000 km puisque le kilomètre c'est un 300 millième de la distance parcourue par la vitesse de la causalité en une seconde. Et c'est la seconde qui est, elle, définie d'une autre manière. Mais l'espace, on n'a plus de définition. Donc il faudra réinventer une définition de l'espace. Et donc toutes les maths de la physique doivent être refaites. La géométrie différentielle et les maths de la physique doivent être entièrement refaites. Puisqu'on n'a plus d'espace. À l'heure qu'il est, l'espace-temps, c'est en fait le temps. D'accord? Quand vous voulez de l'espace, vous multipliez juste le temps par votre temps de votre roman, vous le multipliez par la vitesse de la causalité, ça vous donne un espace. Et quand vous voulez avoir un temps, alors que vous n'avez que de l'espace, vous divisez votre espace par la vitesse de la causalité, ça vous donne un temps, qui est en fait considéré plus ou moins comme une... Donc voilà, aujourd'hui, 300 000 km par seconde, c'est pas... vous ne pourrez pas le changer facilement. Voilà. Pas parce qu'elle est constante, mais parce qu'on a défini le kilomètre comme un 300 millième de la distance parcourue par la causalité en une seconde. Donc voilà. Sinon je me rappelle plus, j'avais dit que je dirais quoi d'autre. Et sinon il a raison, effectivement, ça a été profondément débile de la figer et d'utiliser un paradigme qui la fige de cette manière-là. À chaque fois avec le temps et l'espace, on fait les mêmes erreurs religieuses. Alors, Newton, il avait parlé d'un temps absolu, personne n'avait remis ça en cause avant Einstein, il a fallu quasiment un coup de poing dans la gueule de la nature pour que Einstein nettoie ça.
Mais on a recommencé avec un autre absolu religieux qui est cette vitesse de la causalité qui ne bougerait pas et à partir duquel il faudrait faire toute la physique. Sauf que le problème, c'est que si elle ne bouge pas et qu'il faut adapter toutes les lois de la physique et que c'est elle qui bouge, c'est quand même une usine à gaz. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gars a raison de faire une vidéo disant qu'il vaudrait mieux envisager un cadre mathématique où ça bouge, où ça change. Peut-être que sur Pluton, la planète Pluton, la causalité parcourt 400 000 km en une seconde et non pas 300 000, etc. Vous voyez. D'autant que... En plus, c'est abusé parce qu'on est obligé d'avoir deux notions d'espace en relativité générale, parce qu'encore la relativité restreinte, passons, mais la relativité générale, par exemple, par exemple, c'est l'espace qui s'étire, mais il s'étire dans quoi? Dans quel espace fixe l'espace qui s'étire s'étirerait? Vous voyez, se pose des soucis quand même un peu, on se dit, c'est du foutage de gueule, cette idée comme un tapis roulant. Voilà, ce qui vous entraîne ce qui vous pousse vers le centre de la Terre, c'est que vous avez un tapis roulant, l'espace invisible, qui passe sa vie à aller vers le centre de la Terre, et le sol vous retient de suivre cette trajectoire naturelle, la chute libre, ce qu'on appelle la chute libre, qui est en fait la trajectoire naturelle de l'espace. L'espace, il bouge. Donc, on s'en est un peu sorti de cette manière-là, avec des variétés différentielles, mais n'importe qui peut voir qu'il y a, à partir du moment, même si tu fais des définitions de courbure intrinsèque et tout ce que tu veux, initialement la motivation, elle est bien que quand on dit que l'univers s'étend, on a en tête qu'il s'étend par rapport à quelque chose qui ne s'étend pas. Et même si on est malin, on est fort en maths, on a trouvé des définitions, ce qu'on appelle intrinsèques. Vous n'avez pas besoin de regarder votre forme placée dans un aquarium géant au milieu duquel vous regardez à quel point elle est ronde ou pas ronde, ou elle a des zones plates. On a pu, sans l'aquarium, donner des définitions mathématiques à la courbure, mais l'intention initiale, c'était quand même de restituer ce que l'aquarium raconte, ou ce que l'espace ambiant raconte. Et donc, quand on vous dit que l'espace s'étire, qu'il y a une expansion de l'univers, n'importe qui dans le grand public dit ouais, il s'étend, et donc il s'étend dans quoi? Enfin voilà, pourquoi les distances augmentent entre nous et puis une galaxie qui se trouve à 1 milliard d'années-lumière? Si ça augmente, c'est que l'unité d'espace diminue, et donc du coup elle diminue par rapport à quel étalon qui lui resterait fixe, vous voyez? Donc on voit bien que la constance de la vitesse de causalité imprimée dans le paradigme langagier des maths de cette physique de la relativité générale et de la relativité restreinte nous ont fait un peu passer des vessies pour des lanternes, et ça marche parce qu'après les modèles de la relativité générale sont très très paramétrables. Donc vous pouvez rajouter de l'énergie noire, de la matière noire, enfin bref, à chaque fois c'est simple. Vous prenez quasiment n'importe quelle variété, j'exagère un peu, mais parce que en dimension 1, ok, mais en dimension supérieure c'est pas tout à fait le cas, mais vous prenez n'importe quelle variété dont les espaces tangents sont des espaces de Lorentz, et puis n'importe laquelle, et vous dites je veux satisfaire les équations d'Einstein, vous pouvez, il suffit de rajouter de la matière et de l'énergie, il suffit de dire que le tenseur matière-énergie vaut pareil, et donc on voit bien que c'est trop mathématique d'une certaine manière, c'est-à-dire que on se donne l'illusion de disposer de modèles. En fait on dispose de tellement de modèles que c'est qu'une illusion. Voilà, et donc évidemment, ensuite vous prenez les modèles qui collent aux données par interpolation, hein, en gros, pour ceux, vous avez qu'à googler interpolation polynomiale, c'est pas ça qu'ils font, mais ça revient au même, et bon, voilà, on a trouvé le polynôme qui marche, mais on l'aurait trouvé de toute façon, vous voyez, et donc on va se retrouver confronté, enfin, c'est une manière un petit peu de résister, enfin de se prémunir contre Popper. La théorie des cordes a fait la même connerie. Résultat, ça fait 40 ans qu'ils stérilisent la physique en faisant des séminaires de maths et des conférences de maths. Alors je dis, moi je suis du côté maths, hein, je suis dans le camp des maths, mais bon après, c'est bizarre quand même d'avoir une théorie mathématique qui est entièrement financée par la physique. Vous voyez, on se dit, mais bon c'est bien parce que en général les gouvernements ils financent beaucoup moins les maths que la physique, ils ont réussi un bon hold-up les cordistes, mais voilà quoi.